Bon, si vous le voulez bien, après le quart d'heure Marseillais, on va pouvoir commencer. S'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien regagner vos places? J'ai besoin d'être à la fac avec mes étudiants, tu vois. S'il vous plaît, vous voulez bien regagner vos places? Bon, alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Michel Vives. Nous le remercions parce qu'effectivement, avec l'emploi du temps qu'il a, vous savez, sur le petit papier, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il est invité dans le monde entier et qu'il nous ait fait l'amitié, avec son calendrier aussi chargé, de s'arrêter pour venir travailler avec nous. Nous en sommes très, très, très reconnaissantes, très heureuses. Et c'est un joli moment d'amitié et de travail. Je ne prendrai pas la parole plus longtemps, vous avez tous les renseignements là sur cette petite feuille. Je veux juste vous rappeler que nous avons rendez-vous dans ce même cadre, d'un samedi avec, en septembre, ce sera autour de mi-septembre, mais vous serez informés. Nous allons recevoir deux grandes pédopsychiatres, psychanalystes d'enfants. Voilà, donc Marika Vergès et, qui me souffle le nom, et Sandrine Calmette. Je suis une infirme, vous aurez l'occasion de l'apercevoir. Voilà. Donc effectivement, aujourd'hui, merci beaucoup à Jean-Michel. Merci Edmond, merci infiniment. C'est un immense plaisir pour moi d'être aujourd'hui avec vous. Donc, je vous rappelle le titre de mon intervention, le petit danse ou l'art d'accommoder les restes non analysés. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous parler du petit Hans devenu grand. C'est-à-dire que Hans, on connaît bien sûr sa cure, telle que Freud l'a rapportée en 1909. On connaît aussi le long commentaire que Lacan a pu en faire dans les années 56-57, à l'occasion de son séminaire. On ne sait pas très bien ce que Hans est devenu plus tard. Or, en fait, il a eu un destin tout à fait intéressant, et c'est ce destin dont j'aimerais vous parler, mais également soutenir l'hypothèse que le destin d'Hans a été aussi orienté par les butées de sa cure. Voilà. Non pas ce qui avait été réussi dans sa cure, mais ce qui n'a pas pu être traité. Voilà. Donc ce qui m'intéresse, c'est de montrer comment le processus artistique ne se ferait pas à partir de quelque chose que l'on sait, mais à partir de quelque chose que l'on ignore. Voilà, d'un point d'énigme. Donc pour commencer, je vous propose de regarder la scène finale du Don Giovanni Mozart, telle qu'elle a été représentée en 1956 au Festival de Salzbourg, dirigée par Mitropoulos, et dans le rôle de Don Giovanni, vous pourrez voir Cesare Ciepi. Ça dure 10 minutes, mais bon, c'est du Mozart, donc je ne pense pas que vous allez vous ennuyer. Et ensuite, je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi de vous montrer cet extrait. A tout de suite.
c'est vrai qu'on aimerait rester là-dessus. Mais bon, comme je suis venu parler, je vais prendre le risque de parler après Mozart, c'est un petit peu difficile. Mais... Prends le micro, s'il te plaît. Oui, oui. Donc, alors pourquoi je vous ai fait voir cette scène finale du Don Giovanni de Mozart? Eh bien, c'est parce que en 57, au Festival de Salzbourg, celui qui met en scène le Don Giovanni, c'est le petit Hans. C'est Herbert Graf, devenu grand. Le petit Hans, en fait, son vrai nom, c'est Herbert Graf. Je vous en parlais plus longuement. Mais ce qui est tout à fait amusant, c'est d'imaginer qu'au moment où Lacan tient son séminaire sur le petit Hans, eh bien, à quelques centaines de kilomètres de là, à Salzbourg, donc, Herbert Graf met en scène Don Giovanni. Vous allez voir que sa carrière était beaucoup plus importante que ça. Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup repéré. Aujourd'hui, ça commence à se savoir. Mais je pense que si Lacan avait su quel était le devenir de Hans, il aurait sans doute eu une lecture un peu différente de son cas. Je vous montrerai un petit peu les moments où je pense que la lecture de Lacan est parfois un petit peu infléchie et que le devenir de Hans nous permet de repérer que la lecture de Lacan est parfois peut-être un peu partiale pour soutenir sa thèse. Alors, ce devenir, en fait, on pourrait dire que Freud, il l'avait déjà perçu, lui, puisque dans une note de 1909, voyez ce que dit Freud. Chez lui, comme l'a même observé le père, intervient en même temps que ce refoulement une part de sublimation. Dès le début de l'anxiété, il montre un intérêt accru pour la musique et développe ses dons musicaux héréditaires. Bon. Alors les dons musicaux héréditaires, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, et c'est vrai que Freud, vous savez, il a un intérêt très ambivalent par rapport à la question musicale, et même s'il repère qu'il y a quelque chose ici qui est intéressant et qu'il faudrait creuser, il n'y reviendra pas, malheureusement. Mais donc, dès 1909, Freud fait le lien entre l'apparition de la phobie, le traitement de la phobie, et quelque chose qui se développe chez Hans du côté de l'intérêt pour la musique et des mises en scène, comme vous allez le voir. Alors donc, on le sait aujourd'hui, depuis 1972 en fait, on le sait, Hans devient 15 ans plus tard, donc après que Freud ait publié son cas, 15 ans plus tard, il devient le premier metteur en scène d'opéra au sens moderne du terme. Donc il se met en position d'inventer une nouvelle forme de pratique artistique. Alors pourquoi je dis que c'est le premier metteur en scène d'opéra au sens moderne? Eh bien c'est effectivement, c'est lui qui a effectué cette réorientation du travail scénique pour l'opéra, qui avait été conduit par des gens comme Max Reinhardt, par exemple, dans le chant du théâtre. Et Hans, donc, lui, va faire l'hypothèse que l'opéra, ce n'est pas simplement la gesticulation de sublime gosier, mais que, effectivement, on peut aussi écrire autre chose que ce que le livret raconte. Et donc, la question qui s'est posée à moi et que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est comment on peut penser la place qu'a occupée la rencontre de Hans avec la psychanalyse à travers son père. Vous savez que c'est le père qui a conduit la cure du petit Hans, et ponctuellement avec Freud, dans le processus de renouvellement de la scène opératique qu'il va conduire. Alors, bien sûr, je me garderai bien de réduire le devenir metteur en scène de Hans au fait qu'il a rencontré la psychanalyse dans son enfance. Néanmoins, ce qui m'intéresse, c'est de repérer en quoi le dispositif opératique qui met en scène et qui articule le regard et la voix, on va voir des voix à l'opéra, vient croiser quand même les deux points d'énigme qui ont constitué le cœur même de la cure de Hans, qui sont la tache noire. Vous vous souvenez que cette tache noire, c'est quelque chose qui a fait énigme très longtemps pour Freud et qui ne sera jamais totalement résolu. Et aussi la question du charivari, c'est-à-dire ce bruit que feraient les chevaux en tombant. Et donc ces deux points, si on les réduit à leur essence, on va tomber sur une manifestation vocale et de l'autre une manifestation liée au scopique.
Donc l'hypothèse que je fais, c'est que là où la phobie avait dissocié le scopique et le visuel, le travail de mise en scène que va créer le petit Hans permettrait en fait de réarticuler sous une autre forme ce que le trauma avait dissocié. Alors, pour étayer ma démonstration, on est obligé de faire un petit détour par l'histoire de Max Graf, qui est le père du petit Hans, et d'Herbert, donc c'est le nom du petit Hans, Herbert Graf. Donc en 1922, Herbert Graf, le petit Hans devenu grand, si j'ose dire, va rendre visite à Freud et se présente à lui comme étant le petit Hans. Herbert nous dit qu'il était tombé sur un texte qui racontait sa cure, et ça lui donne envie d'aller voir le professeur Freud, et il va le voir. Donc voici ce que Herbert Graf dit en 1972. 72, c'est un an avant sa mort. Il répond à une grande interview dans un magazine d'opéra, et il raconte un peu son histoire. Donc voici ce qu'il dit en 72 de sa rencontre avec Freud. Dans un grand état d'excitation, je me rendis chez le grand docteur à son cabinet de la Bergasse et me présentai à lui comme étant le petit Hans. Derrière son bureau, Freud ressemblait à ces bustes des philosophes grecs barbus que j'avais vus à l'école. Il se leva et m'embrassa chaleureusement, disant qu'il ne pouvait souhaiter meilleure justification de cette théorie que de voir le jeune homme de 19 ans, heureux et en bonne santé, que j'étais devenu. Donc, vous le savez, puisque vous êtes des lecteurs assidus du texte freudien, Freud va rajouter un petit addendum à son analyse du cas du petit Hans, un post-scriptum, et il dit qu'il est très content d'avoir revu le petit Hans, et surtout qu'il est très content de voir qu'il s'est bien développé. Puisque vous vous souvenez qu'au moment où Freud a publié son texte en 1909, on avait annoncé le pire destin à ce petit garçon à qui on parlait de sexualité dans des termes aussi crus, et que ça devrait sans doute créer une destinée tout à fait atroce. Et donc Freud, à l'occasion de cet addenda, dit la chose suivante. Une communication du petit Hans me sembla particulièrement remarquable. Je ne me risque d'ailleurs pas à en donner une explication. Lorsqu'il lut son histoire de maladie, il raconta que tout lui était paru étranger. Il ne se reconnaissait pas, ne pouvait se souvenir de rien, et c'est seulement lorsqu'il tomba sur le voyage à Numden que quelque chose comme une lueur de souvenir se mit à poindre en lui. Cela pouvait avoir été lui-même. L'analyse n'avait donc pas préservé de l'amnésie ce qui était arrivé, mais elle avait elle-même succombé à l'amnésie. Alors Freud s'intéresse, il ne donne pas de réponse. Je pense qu'aujourd'hui, on dirait sans doute que c'est même le signe d'une analyse réussie, le fait qu'effectivement le passé puisse être restitué à sa dimension de passé et donc oublié. Si on voulait reprendre la formule de Freud de 1932, là où était le ça, je dois advenir, on pourrait dire que ce que nous montre le cas du petit Hans, c'est que là où était la réminiscence du passé, le présent doit advenir et le passé à ce moment-là peut être dépassé. Ce n'est que la restitution au passé des réminiscences qui les transforme en souvenirs qui permettra à la mémoire de retrouver son fonctionnement et par là même d'autoriser enfin l'oubli. Souvenez-vous de la phrase de Freud en 1895, les hystériques souffrent essentiellement de réminiscence. Ce réminiscence, c'est ce passé justement qui ne passe pas. L'élucidation donc, du conflit intrapsychique, une fois effectuée, permet la dissolution et l'oubli de celui-ci. Donc, Hans, à l'issue de la cure, est libéré de sa phobie, le succès symptomatique est obtenu, il a réalisé la continuité des lignées, il se conçoit à son tour comme père en puissance en résolvant la question de l'enfant réel. Mais il reste quelque chose qui est non résolu, qui réside dans les énigmes de la fonction paternelle, de la sexualité parentale et de la féminité. Ça, c'est ce que Freud nous dit. Le reste non résolu, Freud 1909, c'est que Hans
se casse la tête pour savoir ce que le père a à voir avec l'enfant, étant donné que c'est bien la mère qui met l'enfant au monde. On peut induire cela de questions comme « N'est-ce pas que je t'appartiens à toi aussi ?» Il veut dire pas seulement maman. Cela, comment il m'appartient, ce n'est pas clair pour lui. Ce sont ces restes que j'élargirai pour ma part aux énigmes liées au regard et à la voix, dont je fais l'hypothèse qu'ils seront mis au travail par le devenir metteur en scène d'opéra d'Herbert Graff. Je soutiens l'hypothèse donc que ce reste non résolu sera ce qui sera accommodé par le petit Hans à l'occasion de son devenir artiste. Alors mon but n'est pas ici de céder aux illusions d'une causalité simpliste, qui en psychanalyse n'a jamais beaucoup d'intérêt, mais c'est plutôt d'essayer de repérer comment ce sont les butées mêmes de l'analyse du petit Hans qui se retrouveront justement être les éléments qui seront mis au travail dans le cadre de l'activité artistique de Herbert Graff. Nous pourrions risquer alors l'hypothèse suivante: l'activité créatrice déployée par le petit Hans le fut moins à partir d'un point de savoir acquis à l'occasion de sa rencontre avec la psychanalyse que des énigmes infantiles liées à la voix et au regard, révélées et travaillées au cours du travail analytique. Mon propos n'est nullement de projeter sur la lecture freudienne et post-freudienne du cas du petit Hans son devenir artiste, mais plutôt de repérer comment les restes non analysés, repérés par Freud lui-même, puis par Lacan, seront repris et travaillés par le petit Hans pour devenir le grand Herbert Graff. Alors cela, c'est quelque chose qui est important puisque on a longtemps entendu, et puis parfois certains de nos patients nous disent encore, oui, mais si je fais une analyse, je vais perdre mes qualités artistiques, ou voilà. Bon. Et on le sait depuis Lacan, un peu moins depuis Freud, puisque Freud nous dit toujours que la création s'effectue à partir d'un fantasme. Pour Freud, on travaille à partir de quelque chose, alors que pour Lacan, vous savez qu'on travaille artistiquement à partir d'un moi. Et c'est sans doute la différence essentielle entre l'approche de la sublimation chez Freud et chez Lacan, c'est que pour Freud, je veux dire, c'est le fantasme qui est repris, élaboré et rendu transmissible dans le cadre de la sublimation artistique, alors que pour Lacan, c'est ce vide que constitue l'objet absolu perdu qu'est la chose, qui est mis en forme et transmissible à ce moment-là. Alors, donc ma thèse, je le répète, c'est que ce sont ces points de butée de la cure analytique, ce qui n'est pas traité, et vous savez très bien que dans une cure analytique, on ne traite pas tout, qu'il y a effectivement des éléments comme ça qui seront inanalysables, parce que en contact avec ce que Freud appelait l'Unerkannt, c'est-à-dire cette dimension du à jamais non reconnu que constitue le refoulement originaire. Donc ce serait pour moi l'illustration de la thèse lacanienne du fait que l'on crée non pas à partir d'un point de savoir, mais à partir d'un point de non-savoir. Alors, la révélation de l'identité du petit Hans se fait en fait en 1972, comme je l'ai dit, dans la revue Opera News, et qui est une interview qui est accordée par Herbert Graff à Francis Rizzo. Et donc, lorsqu'il parle de son père, Max Graff, voici ce que dit le petit Hans. Il fut un des premiers thérapeutes freudiens. Alors que j'étais encore très jeune, je développais une peur névrotique des chevaux. Freud me donna une consultation préliminaire et ensuite dirigea le traitement avec mon père, agissant comme entre deux, utilisant une sorte de jeu de questions-réponses qui plus tard devint la pratique standard en psychiatrie de l'enfant. Alors vous voyez que là, Herbert Graff a un faux souvenir, puisqu'il dit que Freud lui a donné une consultation préliminaire et que c'est ensuite son père qui a conduit la cure. Bon, vous savez très bien que bien sûr, c'est pas comme ça que ça s'est passé, puisque l'intervention de Freud est au milieu de la prise en charge, bon, une reconstruction. Donc, je continue, voici ce que dit toujours Herbert Graff, devenu âgé, là. Freud rédigea ma cure dans son article de 1909, Analyse de la phobie d'un petit garçon de 5 ans, et comme première application de la technique psychanalytique à la névrose infantile, le cas du petit Hans, comme il est connu du public, est encore une étude classique dans le domaine. De fait, le petit Hans est le seul des 5 célébrissimes études de psychopathologie psychanalytique freudienne
à être devenu créateur au sens plein du terme. Et sans doute n'est-ce pas pour rien que Freud remarque très tôt, dès 1909, le petit fait montre d'une clarté vraiment supérieure. À plusieurs moments, Freud admire l'intelligence, la préscience, le courage aussi du petit Hans, qui, lorsque son père veut lui fourguer des interprétations un peu forcées, voire plaquées, où il veut en fait lui dire, bah voilà, le professeur Freud m'a dit ça, voilà, je transmets, et Freud Hans lui dit, non, c'est pas ça, enfin, vous voyez, il ne se laisse pas faire par son père, quoi. Je veux dire, il résiste à la violence interprétative de son père. Donc, Herbert a donc 19 ans, lorsqu'il décide de se rendre dans un grand état d'excitation, dit-il, chez le grand professeur pour se présenter à lui sous son nom de scène, je suis le petit Hans. Alors ça aussi c'est tout à fait étrange. Pourquoi va-t-il voir Freud et se présente-t-il à lui sous son nom de scène, ce que j'appelle son nom de scène, parce qu'il aurait pu dire « Bonjour, je suis Herbert Graff, l'enfant que vous analysez et que vous avez appelé le petit Hans. » Mais non, il arrive et lui dit, donc, il se présente à lui sous son nom de baptême psychanalytique, si j'ose dire, et ce qu'on peut penser en fait, c'est que cette grande excitation que le petit Hans éprouve, c'est les traces du transfert. Puisque s'il a tout oublié, puisqu'il le dit, ce qui montre bien dans cette excitation et dans cette joie de retrouver le professeur, c'est qu'il y a eu comme ça une trace transférentielle qui continue à être vive et à exister, et qui va exister jusqu'en dans les années 70. Puisque dans les années 70, en fait, se tient à Genève un grand congrès de psychanalyse de l'enfant qui est dirigé par Anna Freud, la fille de Freud. À ce congrès de psychanalyse participe Bergeret, Jean Bergeret, que vous connaissez. Et en fait, voici ce que Bergeret nous dit. En 70, je participais à un congrès de psychanalyse infantile à Genève. Notre surprise y fut grande en apprenant qu'entre deux séances de travail, une personne ayant occupé des fonctions culturelles importantes en Suisse et dans les deux continents était venue saluer Anna Freud, qui présidait ce congrès, en lui répétant les mots qu'il avait déjà prononcés en 1922 devant Freud lui-même, « Je suis le petit Hans ». Et l'affaire en était restée là, sans causer davantage de bruit. Alors c'est tout à fait étonnant, c'est-à-dire que imaginez bien que lorsqu'il va voir Anna en 1970, Herbert Graff est un vieux monsieur. Et il se présente à elle, encore une fois, sous son nom de baptême psychanalytique, je suis le petit Hans. Alors ce qui est tout à fait intéressant, c'est que Bergeret pointe que là, contrairement à Freud qui lui avait rajouté son petit post-scriptum auquel il tente, il ne va rien se passer. Comme si déjà en 1970, il ne fallait pas qu'on puisse, je dirais, mettre en regard la construction du cas du petit Hans tel que Freud avait pu la faire, et puis cette image d'Épinal qui était devenue Hans, et puis la réalité. Voilà. Aucune question, aucune n'est posée par Anna. On évacue doucement le vieux monsieur et on lui dit merci et au revoir. Donc au moment où Herbert Graff rend visite à Freud, il a déjà choisi quelle serait sa carrière. Il serait metteur en scène d'opéra. Donc il a 19 ans et il sait qu'il va devenir metteur en scène d'opéra. Et cette vocation est inscrite chez lui depuis longtemps. Il est fort probable qu'il en ait parlé à Freud, mais Freud, bien sûr, n'en parle pas dans son post-scriptum. Est-ce qu'il considérait cela encore comme une bêtise? Bon, en tout cas, ça ne va pas détourner Herbert Graff de son désir. Et puisqu'il va réaliser dans les années qui suivront, pour l'opéra, la révolution artistique qui a été menée par le grand metteur en scène allemand Max Reinhardt pour le théâtre. Donc cette révolution esthétique va consister à transformer la mise en scène d'opéra, qui était en fait le dessin de l'espace, on appelait ça en fait la régie à cette époque-là. Tu rentres à court, tu sors à jardin, tu t'approches, enfin voilà.
Donc l'idée qu'on puisse introduire dans ce travail de régie le travail de la signifiance, c'est-à-dire d'introduction d'un sens qui ne serait pas le sens donné immédiatement par le livret d'opéra. Il s'agit donc pour Herbert Graff d'inventer un métier qui traiterait l'aporie suivante: comment, sans tenir à distance les enjeux de jouissance liés à la voix, qui est un enjeu essentiel à l'opéra, bien sûr, on va à l'opéra pour écouter les voix, peut-on ménager un espace où s'écrirait autre chose que ce qui se dit dans le livret? Ou pour le dire autrement, au-delà d'un texte, comment faire voir des voix? En fait, inventer la mise en scène d'opéra revenait à mettre en jeu de façon toute particulière ces objets d'impulsion que sont le regard et la voix, dont nous savons l'importance qu'ils eurent dans l'apparition et le développement de la phobie de Hans. Alors Hans est né à Vienne le 10 avril 1903. Son père, Max, a 30 ans au moment où il est né, et il est déjà un critique musical brillant et reconnu, proche de Gustav Mahler quand même, Gustav Mahler étant le parrain du petit Hans, pas mal. Et donc, le père d'Herbert Graff est à la pointe de l'avant-garde musicale. Il a essayé d'être compositeur, il a pris des leçons de composition auprès de Brahms, et Brahms lui a dit: écoutez, mon cher, abandonnez la carrière de compositeur. Donc, il s'est retourné vers la carrière de critique musicale. Et la mère de Herbert s'appelle Olga Koenig, et elle a été une patiente de Freud. Et à partir de 1900, Max Graff était devenu un intime de Freud. Il avait demandé à le rencontrer du fait d'avoir entendu le récit de sa cure de la bouche de celle qui allait devenir sa femme. C'est-à-dire que quand Olga sortait de ses séances avec Freud, elle retrouvait son fiancé, ils allaient se balader, puis elle lui racontait tout ce qu'elle avait découvert comme ça, et il trouvait ça passionnant, Max Graff. Et surtout, il va avoir une formule absolument extraordinaire. Il va dire: j'entendais dans ce que disait ma future femme un dénouage artistique du tissu de l'inconscient. Gardez ça à l'esprit. Un dénouage artistique du tissu de l'inconscient. Si les psychanalystes font ça, alors on est sauvé. Hein, voilà. Un dénouage artistique du tissu de l'inconscient. Voilà. Je trouve que c'est une des plus belles définitions qu'on puisse donner du travail de l'analyse. N'importe quel tissu? Il y a des tissus qui seront effectivement avec des accros, donc là effectivement il faudra dénouer et renouer autrement, et puis il y a des tissus qui seront très très serrés effectivement, et là le dénouage à mon avis sera beaucoup plus pertinent. La soie c'est le meilleur. On en parlera tout à l'heure si tu veux. Donc dès la création de la Société psychologique de Mercredi en 1902, Max Graff donc participe aux travaux. Et il sera accompagné de deux autres collègues musicologues qui seront David Joseph Bach, qui est un ami de Schoenberg, et donc bon, tout ce petit monde se réunit et commence à inventer mercredi après mercredi la psychanalyse. En 1906, Freud transmet à Max Graff un texte tout à fait intéressant, peu fréquenté malheureusement, mais à mon sens passionnant, qui s'appelle Personnage psychopathique à la scène. C'est un texte qu'on lit très rarement, c'est bien dommage, parce que c'est le seul texte que Freud consacre directement à la question du théâtre. Et c'est dans ce texte que Freud développe, à mon sens, une théorie sur les enjeux du théâtre qui sont tout à fait passionnants. Donc il confie à Max Graff ce texte qui va rester très longtemps inédit. Et Max Graff en fait va le publier en 1942 dans une version traduite en anglais aux États-Unis. Et puis pour les 3 ans de Hans, Freud lui offre un cheval à bascule. Et voilà ce que dit Max Graff, donc le papa, dans les souvenirs qu'il a publiés. Freud prit part chez moi de la façon la plus chaleureuse à tous les événements familiaux. À l'occasion du 3e anniversaire de mon fils, Freud lui a apporté un cheval à bascule qu'il transporta lui-même en haut des 4 escaliers menant à ma maison. Voilà.
Quelques temps plus tard, donc, il y a l'épisode célébrissime sur la phobie du petit Herbert. Et à partir de 1910, Max Graf prend ses distances avec la Société du mercredi. Et il va dire un truc. Ce Max Graf est un personnage, à mon sens, très pertinent et très clairvoyant. Il dit qu'il était réticent à l'égard de la dynamique religieuse sur laquelle reposait de plus en plus le fonctionnement de l'association psychanalytique viennoise. Vous imaginez, en 1910, Max Graf repère déjà ce que va devenir un courant de la psychanalyse, c'est-à-dire une église. Donc lui, il se retire et il va garder de bons rapports avec Freud, mais il va dire que cette dimension ecclésiastique de la psychanalyse ne le concerne pas. À 16 ans, Herbert est envoyé à Berlin et il voit donc là les productions théâtrales de Max Reinhardt et il est tout à fait fasciné par le travail artistique de Max Reinhardt et il dit « je vais faire la même chose pour l'opéra ». Il a 16 ans. Et voici ce qu'il dit dans son interview avec Rizzo, il dit « Je reviens à Vienne, je sollicitais l'autorisation de monter la scène du forum de Jules César de Shakespeare dans le gymnase de l'école, mais comme je prêtais nettement moins attention aux nuances des grands discours qu'à la populace romaine hurlante et sifflante, le doyen mit fin à l'entreprise, le bruit commençait à interférer avec le travail scolaire. » Alors ce qui est tout à fait intéressant dans ce petit souvenir-là d'Herbert Graf, c'est de voir qu'en fait, dès ses premières tentatives de mise en scène, en fait, Herbert Graf s'intéresse à la dimension sonore et vocale. Puisqu'en gros, il s'intéresse aux cris, il s'intéresse aux sifflets, et donc il s'intéresse, on pourrait dire, à la dimension vociférante de la parole. Et cette dimension vociférante, c'est une façon que Lacan aura de qualifier la pulsion invocante. C'est-à-dire que dans le séminaire de 1953-1954, Lacan va parler de pulsion vociférante pour donner un nom à la pulsion invocante qu'il est en train de construire petit à petit. Donc dans le livre de l'école de l'année 1921, Herbert a 18 ans, à la rubrique stupidité de l'année, il est écrit « Herbert Graf veut devenir metteur en scène d'opéra ». Alors en quoi cela peut-il être considéré comme une stupidité ? Eh bien simplement parce que le métier n'existe pas encore. Et qu'il conviendra donc à Herbert Graf de l'inventer. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en 1922, à l'aube de sa carrière artistique, Herbert va voir Freud pour se présenter à lui. Alors, la carrière artistique de Herbert Graf est tout à fait fascinante par son importance, par sa qualité et sa longévité. En 1925, après avoir soutenu sa thèse de doctorat qui s'appelle Wagner comme metteur en scène, thèse qui vient d'être traduite l'année dernière, que vous pouvez trouver, qui est tout à fait passionnante, Herbert donc réalise sa première mise en scène à l'Opéra de Münster, ce sont les Noces de Figaro de Mozart. Et il est très vite repéré comme l'enfant terrible du très convenu monde opératique, et par exemple, entre 1925 et 1930, il met en scène Don Giovanni en costume. Alors bon, aujourd'hui c'est devenu un truisme, je veux dire, une banalité, je dirais, d'actualiser les mises en scène, et donc de faire en sorte que les opéras du XVIIIe puissent être représentés en costume contemporain. En 1925, ça n'allait pas du tout, et ça fait scandale. Il représente aussi un Lohengrin sans signe, vous savez l'importance du signe dans Lohengrin, bon là il n'y a pas de signe. Et puis il a aussi une autre idée qui est tout à fait intéressante, c'est qu'il représente un Freischütz de Weber. Donc Freischütz c'est un opéra romantique très important en Allemagne, et surtout il y a un rôle qui est un rôle parlé. Donc dans un opéra c'est toujours étrange quand il y a un rôle parlé, et l'idée qu'a Max Graf c'est de faire en sorte que cette voix parlée soit désincarnée, et il met ça dans un haut-parleur. Donc là il y a une réflexion tout à fait intéressante, bon je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais on pourra en reparler dans la discussion si vous voulez, entre l'articulation entre le corps, la voix, la décorporisation de la voix,
et donc l'autonomisation de la voix, au sens où Lacan pourra en parler ensuite. Donc ensuite, il part au Metropolitan Opera New York, qu'il va diriger pendant des années, hein, donc, une des plus grandes institutions au monde. Mais ce que va nous dire Herbert Graff, c'est qu'il va au Metropolitan, il va s'ennuyer un peu, puisqu'il va dire que le public new-yorkais est très conventionnel et que les expériences les plus intéressantes qu'il va pouvoir mener, il va les mener en dehors du Met, et c'est là qu'il va faire des choses tout à fait étranges qui aujourd'hui sont devenues assez courantes, mais c'est le premier qui va mettre en scène, par exemple, les passions de Bach. Alors aujourd'hui, on a l'habitude de voir les passions de Bach représentées scéniquement. Bien, c'est lui qui est le premier à avoir cette idée-là. Il va aussi s'intéresser aussi bien à la création contemporaine avec les œuvres de Berg, Schoenberg, à Loulou, Wojciech, tout ça, mais aussi il va s'intéresser à l'opéra baroque, qui à cette époque-là n'a pas l'intérêt que nous lui portons aujourd'hui. C'est lui qui va, pour un des premiers, à remettre en scène l'Orfeo de Monteverdi, enfin voilà, tout ça. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui va avoir une carrière extrêmement importante. En 1951, il écrit un ouvrage qui n'a pas été traduit en français malheureusement, mais qui est tout à fait intéressant aussi, qui s'appelle The Opera for the People, l'opéra pour les gens. Et alors, lacanien, sans le savoir, il va opposer en fait à The Opera for the People, le Peep Hall Opera. C'est-à-dire, le Peep Hall, c'est le lieu où il n'y a rien à voir, où il n'y a qu'à entendre. Voilà. Et donc, c'est là aussi où il va commencer à théoriser sa pratique. Donc, en 1958, Herbert Graff prend la direction du Grand Théâtre de Genève. Donc, il quitte Metz et il rejoint Genève jusqu'à sa mort, qui survient en 1973. Donc, vous voyez, c'était un survol rapide de la carrière d'Herbert Graff, mais l'importance de son travail artistique, théorique et pédagogique est vraiment immense, et on peut s'étonner en fait que son nom soit si peu cité dans les histoires de l'art ou les histoires des arts de la scène. Bon, vous avez compris, j'ai fouillé partout dans les archives, j'ai cherché tout ce que j'ai pu trouver sur Herbert Graff, et c'est vrai que c'est très 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 difficile de trouver des informations sur lui. Et c'est peut-être pas pour rien que le titre qu'il avait donné à son interview, qui a été ensuite publié, c'était Les mémoires d'un homme invisible. Voilà. Alors c'est assez joli. C'est vrai que le metteur en scène, c'est un personnage qui en principe est soluble dans le spectacle. C'est-à-dire que quand c'est un bon travail de mise en scène, je veux dire, bon, tout d'un coup il est absorbé par ça, et il s'invisibilise d'une certaine manière. Mais pour autant, je vais vous citer quelques-unes de ses productions et vous verrez que Herbert Graff est loin d'avoir été invisible dans le paysage artistique des années où il a travaillé, puisqu'il a travaillé avec Furtwängler, grand nom, il a fait Tannhäuser à Vienne en 1935, Don Giovanni à Salzbourg en 1953, sa production que vous avez vue, qui sera reprise ensuite en 1956-1957, dirigée non plus par Furtwängler, mais par Mitropoulos. Et il fait les Contes d'Hoffmann au Metropolitan avec Bicham, il fait Don Giovanni au Met avec Karl Böhm, et c'est une production qui va être reprise jusqu'en 1981, vous imaginez. Donc il fait aussi L'Enlèvement au sérail au Mets musical florentin avec Bruno Walter, et Fidelio à l'Opéra de Paris, etc., etc., etc. Il va travailler avec Maria Callas. Ils font même leur début ensemble à la Scala de Milan en 1951. Voilà. Donc il met en scène Maria Callas dans Les Vêpres siciliennes au Met. Et à partir de là, ils vont régulièrement travailler ensemble. Et Maria Callas, dans ses souvenirs, à un moment, dit quelques phrases sur Herbert Graff en disant que c'était un metteur en scène avec qui elle avait beaucoup eu de plaisir à travailler. Et il fait aussi la création du Rex Progress de Stravinsky
en 51 à la Scala avec Elisabeth Schwarzkopf dans le rôle principal et Stravinsky à la baguette. Il existe un enregistrement de cette production qui est tout à fait passionnante. Donc vous voyez, on a là, je dirais, une carrière extrêmement importante, avec les plus grands noms de la mise en scène, les plus grands chanteurs de l'époque. Et ça c'était pour vous faire un petit peu la vision panoptique de sa carrière. Nous allons maintenant revenir donc au petit Hans, puisque là on était sur le grand Herbert. Revenons maintenant au petit Hans. Et pour revenir à la question que je posais au début, c'est-à-dire comment on peut passer du charivari et de la tache noire phobique à la mise en scène des voix. Alors, si on revient au cœur de ce qui fait la manifestation symptomatique du petit Hans, nous retrouvons la tache noire. Je ne reprends pas le cas du petit Hans, que j'imagine connu par cœur par vous. Hein. Donc, nous retrouvons la tache noire, donc cette énigme sombre et dépourvue de sens que le petit Hans situe proche de la bouche du cheval, et le charivari, qui est le bruit effrayant fait par le cheval au moment où il tombe. Ces deux éléments peuvent se réduire in fine à leur dimension pulsionnelle, c'est-à-dire scopique, le regard, et invoquante, la voix. La tache et le charivari vont se voir réduits au cours du travail qu'Hans effectue avec son père à une métonymie de l'objet phobogène. Il condense le plus petit dénominateur commun de la peur. La tache noire, comme le charivari, sont pour Hans hors signification. Et nous pouvons constater que Max Graf et Freud eux-mêmes ont la plus grande difficulté à les élucider. Nous percevons bien là que nous nous approchons d'un point difficilement analysable, proche de ce que Freud repérait déjà en 1900 comme l'ombilique du rêve. Ce que Freud dit en 1900, chaque rêve a au moins un point où il est insondable, en quelque sorte, un ombilique par lequel il est en corrélation avec le non reconnu. En 1900, donc là, Freud, on pourrait dire, a une première intuition de ce qu'il théorisera sous le nom de refoulement originaire quelques années plus tard. Alors, la question du charivari est particulièrement énigmatique, et Lacan, dans son commentaire du texte de Freud, ne manque pas de le relever. Voici ce que dit donc Lacan en 56-57, lorsqu'il analyse le cas du petit Hans. Un autre élément, dit Lacan, fait durant un long moment sujet d'interrogation pour le père comme pour Freud. C'est le fameux Krawall, qui veut dire bruit, tumulte, bruit désordonné, avec quelques prolongements autrichiens qui font qu'il peut, paraît-il, être utilisé pour désigner un esclandre, un scandale. Dans tous les cas, apparaît le caractère inquiétant et angoissant du Krawall, tel qu'il est appréhendé par le petit Hans. Il s'est produit en particulier après que le cheval de l'omnibus est tombé, ce qui a été, au dire de Hans, l'un des événements participant de la valeur phobique du cheval. C'est là qu'il a attrapé la bêtise. Cette chute qui s'est produite une fois se trouvera dès lors toujours à l'arrière-plan de la crainte du cheval. La chute, accompagnée du piaffement du cheval, reviendra sous plus d'un angle au cours de l'interrogatoire du petit Hans, sans que jamais, à aucun moment de l'observation, une interprétation ne nous en soit donnée de façon avérée. Et là, c'est vrai que Lacan pointe quelque chose qui me paraît essentiel. Il y a ce point du Krawall, pour utiliser le terme allemand, même si je le prononce très mal, qui effectivement reste une énigme et quelque chose qui est inanalysé dans la cure telle que Freud la rapporte. 2 séances plus tôt, donc toujours dans le séminaire de Lacan, il avait déjà avancé. Il est singulier que Freud ne se pose pas la question de savoir si le charivari, le tumulte, qui est une des craintes que l'enfant éprouve devant le cheval, n'est pas en rapport avec l'orgasme, voire un orgasme qui ne serait pas le sien. Et là, on voit Lacan qui commence à avancer ses pions pour proposer l'interprétation qui sera la sienne par rapport à ce qui était resté énigmatique dans l'analyse faite par Freud. À l'occasion du séminaire du 10 avril 1957,
Lacan précisera son interprétation concernant le charivari. Beaucoup plus loin dans l'observation, celle de Freud, nous verrons apparaître la petite Anna, c'est la sœur du petit Hans, je vous rappelle, comme bien gênante par ses cris, que nous ne pouvons pas ne pas identifier à condition que nous ayons toujours l'oreille ouverte à l'élément signifiant au cri de la mère dans ce fantasme. La proposition lacanienne se précise, le charivari aurait à voir avec le cri de jouissance maternelle. Contrairement à ce qu'affirme Lacan, Freud avait lui-même fait cette hypothèse, comme le montre la réponse faite par le père du petit Hans. Par contre, nous dit Max Graf, je n'ai aucune preuve directe qu'il ait, comme vous le pensez, épié un coït des parents. Ça, c'était la thèse de Freud. Freud dit, ben, bon, vous n'avez pas eu quelqu'un. Et Max dit, non, pas du tout, pas ça chez nous. Pourtant, quand on sait que Hans a quitté la chambre parentale à l'âge de 4 ans, et qu'entre-temps, il y a eu la conception au moins de la petite Anna, on peut se dire qu'il n'y aurait eu rien d'extraordinaire au fait qu'effectivement Hans puisse assister à un coït parental. Bon, comme on peut le voir, même les esprits les plus ouverts viennois pouvaient avoir quelques points aveugles au moment où il s'agissait de leur propre enfant. Quoi qu'il en soit, nous trouverions à l'origine de la peur liée au charivari, à ce tumulte, ce fracas sonore, une manifestation de la voix dans sa dimension d'objet pulsionnel, dans sa dimension de râle, de jouissance. J'y reviendrai. La tache noire protégerait quant à elle de la morsure et cacherait ce qui est irregardable du côté du sexe féminin. La tache noire est donc ce qui protège en indexant l'abîme où couvre le féminin. Cette tache a la fonction non de cache-sexe, mais de cache-castration maternelle. Nous croisons ici une forme de la rencontre avec le sujet et le masque de Méduse, dont il s'agit de pouvoir se déprendre. C'est ce à quoi s'attacheront Max Graf et Freud en tentant de proposer de très nombreuses interprétations de la tache noire et du charivari. Vous vous souvenez, la moustache du père, etc. Et j'en passe. La tache noire, pour mémoire, renvoie ainsi pour Hans aussi bien au bout de cuir entourant la bouche du cheval qu'à la culotte voilant l'énigme de la castration féminine. Vous vous souvenez qu'à un moment, Freud nous dit que le petit Hans a une espèce de passage un peu pervers, en tout cas fétichiste. Il s'intéresse comme ça aux culottes de sa mère. Et là, Lacan nous dit qu'il y a une espèce de moment fétichiste qui permet de tenir à distance l'angoisse liée à la castration maternelle. Alors la castration la création se distingue radicalement du symptôme en ce que la nomination qu'elle effectue ne renvoie pas à autre chose, mais fait jaillir ex nihilo quelque chose d'imprévu et d'inouï. Ça, c'est la création. Le symptôme, en fait, c'est quelque chose qui vise à suturer le réel. C'est pour ça qu'on crée des symptômes, pour ne pas être confronté effectivement à ces morceaux de réel intraitables, alors que la création, elle, vise justement à instaurer un autre type de rapport au réel, qui ne soit plus un rapport de suture, mais un rapport d'accueil et d'ouverture. On pourrait dire, et ça c'est une phrase que Alain Didier-Veil a pu écrire à plusieurs reprises dans son œuvre, que l'artiste est le passeur du réel. Donc c'est le cas de Herbert Graf, qui, comme nous l'avons vu, s'attachera à inventer la mise en scène d'opéra. Pour autant, ce que nous permet de repérer le récit d'Herbert Graf, c'est que la mise en place de ce dispositif apparaît relativement tôt dans son histoire. Et voici ce que dit donc Herbert Graf en 1972, parlant de lui, enfant. Même les productions les plus improvisées étaient suffisantes pour enflammer mon imagination. Et avant qu'il soit longtemps, je commençais à m'exercer à reproduire les merveilles que j'avais vues à l'opéra, d'abord avec un théâtre enjoué que je construisis avec l'aide de ma sœur à la maison, et plus tard dans les représentations scolaires. Donc c'est ça que Freud avait repéré comme étant l'actualisation de ces dons musicaux héréditaires. En gros, on pourrait dire que Herbert Graf, dès qu'il entre dans la phobie, se met comme ça à mettre en scène des représentations. Ce que nous sommes bien obligés de reconnaître ici, c'est que la mise en place de ce dispositif n'est pas sans rapport avec les objets pulsionnels qui avaient été mis en jeu dans le symptôme, le regard et la voix. Le
topique est au déclenchement de la phobie. Cela commence du côté du regard, qui se trouve relégué par la dimension auditive, essentielle et répétitive chez le petit Hans, sous la dimension de sa peur du charivari. Le déploiement de la phobie tel que l'autorise Freud crée par la mise en place d'un cadre, un tableau qui deviendra plus tard image d'Épinal psychanalytique. Image d'Épinal d'ailleurs que Anna Freud ne voulait absolument pas qu'on remette en question. 15 ans plus tard, Hans, devenu metteur en scène professionnel, après l'avoir été au sein de son foyer, fera un pas de plus en articulant ce que le trauma avait délié, c'est-à-dire le regard et la voix. Les objets pulsionnels agissant au moment de l'épisode phobique se verront mis au service de la création. Comment comprendre ce passage du symptôme à la mise en scène de la voix? Eh bien, pour cela, il faut revenir et essayer de faire une analyse de ce que c'est qu'un opéra. Alors, donc, je ne vais pas vous faire une histoire d'opéra, mais au moins quelques remarques. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'opéra, la figure de la femme, qui n'existe pas, mais au moins à l'opéra, elle existe, ça c'est sûr. Donc, la figure de la femme se consumant sur scène est une figure récurrente. Les femmes meurent à l'opéra, c'est une banalité. Alors, contrairement à ce qu'a pu dire Catherine Clément, c'est pas parce que l'opéra est le lieu machiste où nous jouirions en tant qu'hommes de la défaite des femmes, puisque c'était le titre de l'œuvre de Catherine Clément, mais c'est parce que le dispositif de la mort, de la mise à mort, permet effectivement à la voix de pouvoir s'extraire de la parole et monter vers le cri, monter... Voilà. C'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'en fait, on met les femmes à mort à l'opéra pour les faire crier, les faire hurler, les faire monter dans l'aigu, et à ce moment-là, bien sûr, c'est là que la jouissance apparaît. Donc, il y a un lien étroit entre la figure du féminin et la mort, et la femme, lorsqu'elle donne de la voix, surtout si elle est soprano, et il vaut mieux qu'elle soit soprano d'ailleurs, s'inscrit dangereusement du côté de la mort, et se trouve régulièrement sacrifiée sur l'autel du bel canto pour notre plus grande jouissance. Donc, pourquoi? Eh bien, c'est-à-dire que quand la voix monte vers l'aigu, elle s'arrache à la tyrannie de la signification et